Radio X. Tonight, a special Unsolved Mysteries report. Mysteries of alien beings. Who are they, and where do they come from? Are they real or imagined? In recent years, hundreds of people have come forward with startling accounts of abduction by alien beings. Even though the descriptions are strikingly similar, there is no hard evidence that such beings actually exist. For many abductees, the memories are triggered by a vivid dream. And the fantastic saga of the Allagash Four, 4 young men who claim that they were abducted by aliens during a camping trip in the Maine wilderness. Their chilling story may seem unbelievable, but more and more people have become convinced that such accounts are based in fact, not fiction. Join us for this special report. Mysteries of Alien Beings. Ma voix éraillée et moi-même vous souhaitons un bon début de soirée sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Christian, j'espère que tu as passé un bon week-end et que tu es à l'abri des virus qui circulent. Oui, as-tu attrapé un virus, toi? Un petit peu, oui, un petit peu. En tout cas, je suis poignée de la gorge aujourd'hui. Un simple mot de gorge ou une grippe, un gros rhume, là, un petit rhume d'homme, un gros rhume de femme? J'attends d'avoir les résultats. C'est soit une pharyngite streptocoque ou encore juste un bon rhume de femme que je suis en train de pogner. OK, c'est pas un COVID. T'as pas attrapé de COVID. Ce n'est pas un COVID. Okay. Ce n'est pas un COVID. C'est vraiment juste au niveau de la gorge que c'est un peu difficile. Ça m'arrive au moins une fois par année. Mais bref, juste faire abstraction de ma voix de fumeuse ce soir et ça va bien aller. Écoute, moi, un petit aparté comme ça. Moi, écoute, la grippe, là, elle me voit à 10 km à l'avance. Là, c'est vrai. Chaque année, on dirait que j'en pogne 4-5, tu sais. Tu te fais vacciner contre un type de virus de la grippe. Pogne toutes les autres. Ah, c'est ça. Non, il y en a que c'est comme ça, hein. Et by the way, pendant qu'on parle de ça, ce petit aparté médical, là, les médicaments pour enfants, ça ne semble pas résolu, hein, les problèmes de pénurie, et ça va peut-être aller jusqu'aux antibiotiques. Donc, tenez-vous bien, le froid s'en vient. Le froid est déjà là, mais autant que la nuit est tombée depuis un petit bout déjà, avec le changement d'heure. Mais c'est ça, la saison des virus, vous passerez pas à côté. OK. Donc, c'est pas parce que tu t'es offert une soirée de karaoké. Non! En imitant Céline Dion ou un truc comme ça. Là. J'aurais aimé ça, mais ma fin de semaine a été beaucoup plus tranquille que ça. Ce soir, c'est notre thématique OVNI du lundi. Et on va parler, en fait, on mélange plusieurs choses, là. C'est une histoire d'enlèvement inexpliquée. Est-ce qu'elle demeure irrésolue, Christian? Pas tout à fait. En fait, on va en parler. C'est une histoire qui a marqué beaucoup l'imaginaire dans l'univers des ovnis. C'est l'enlèvement d'Allagash. Je vais expliquer pourquoi cette histoire-là a joué un rôle plus important que bien d'autres histoires d'ovnis. Et écoute, je fais simplement une petite parenthèse ici. Oui. J'avais prévu ce soir de te parler du nouveau dépôt du projet sur les ovnis aux États-Unis. Tu sais qu'on en a parlé ensemble, mais à quelques reprises. Mais depuis l'année dernière, le Congrès a demandé au département de la Défense, à la fois au département de la Défense et à la US Navy, de mener une investigation profonde sur la question des ovnis. Ça faisait déjà un petit bout que le phénomène des ovnis était évoqué de manière assez soutenue dans la presse américaine. Plusieurs pilotes qui avaient été impliqués dans des incidents ovnis remontant principalement au début des années 2000, je dirais le 2004 pour l'événement le principal qui est ce que l'on a appelé les observations du Nimitz, pour situer un peu les auditeurs qui découvriraient cette histoire-là. Disons que en 2004, alors qu'il y avait des manœuvres militaires au large de San Diego, impliquant l'un des porte-avions les plus célèbres des États-Unis, le USS Nimitz, les pilotes qui participaient donc à
Ces manœuvres ont aperçu des objets volants dans le secteur, objets qui ont été d'ailleurs détectés par les systèmes radars des navires, parce qu'on parle du Nimitz, mais en fait il y avait toute une flottille de navires, une armada. Et là donc on a détecté ces objets. Des avions se sont lancés un peu à la chasse à l'OVNI. Dans certains cas, ils ont capté des images sur leur radar de bord. Certains ont eu des observations dont ils ont témoigné dans les grands médias américains. On pense notamment à David Fravor, qui a fait à peu près le tour de tous les médias, qui était l'un de ces militaires en 2004 lors des manœuvres du SS Nimitz, et qui a observé un objet qui est devenu maintenant un classique, là, qu'on appelle l'OVNI Tic Tac. Il raconte qu'il s'était lancé avec un autre appareil à la poursuite de cet objet, et c'était là, et au moment où il l'a aperçu, l'objet était au-dessus de la mer. Il a plongé avec son F-18, et à ce moment-là, il pouvait voir l'objet qui ressemblait à une pastille Tic-Tac, ou un gros réservoir de propane, si on peut imaginer. Et cet objet, dit-il, se trouvait au-dessus de la mer. Il y avait comme une espèce de turbulence dans l'eau à ce moment-là. Au moment où il s'est approché, cet objet s'est déplacé très rapidement et s'est éloigné, il l'a perdu de vue. C'est une observation qui était quand même très, très courte. Et donc, cet événement remonte à 2004. Et donc, pour faire un résumé des incidents, cette affaire-là avait été gardée un peu secrète. Il y a eu une fuite en 2017 par le New York Times révélant ces observations et révélant également que le gouvernement américain, le département de défense, avait mené dans le passé parce que officiellement l'armée américaine s'est désintéressée de la question des ovnis à partir de 1970. Et là, on apprenait par cette fuite du New York Times que le gouvernement américain s'était intéressé de manière sporadique à certaines observations d'ovnis et avait, de manière plus soutenue entre 2008 et 2012, mis de l'avant un petit projet qui s'appelait Programme d'identification des menaces aérospatiales, programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Et donc, à partir de là, ça a été un peu comme un changement de donne. Les ovnis sont devenus un sujet de discussion presque quotidienne. L'affaire est remontée jusqu'au Congrès. Et l'an dernier, en fait, il y a 2 ans, en décembre 2021, oui, c'est ça, décembre 2020, excuse-moi, en décembre 2020, le Congrès, au moment de voter le budget du département de la Défense, il faut savoir que le département de la Défense est de l'ordre moyen de 750 à 800 milliards de dollars, oui, j'ai bien dit milliards de dollars par année. Et au moment de voter donc le budget fin 2020, le Congrès, parce que l'acceptation, entre guillemets, du budget de la défense, il est fonction d'une acceptation au Congrès. Donc, c'est le Congrès qui dit oui, parfait, on y va de l'avant. Et comme l'histoire des ovnis intéressait beaucoup les gens, c'était dans les médias. Et on comprend que les élus des différents États se sont dit, écoute, notre public, les gens veulent savoir ce qu'il en est de cette question des ovnis. Ça fait techniquement depuis les années 60, fin des années 60, que le gouvernement américain dit ne pas s'intéresser à la question des ovnis. Il y a depuis des décennies cette espèce d'odeur de complot dans l'air. Le gouvernement nous cache des histoires, le phénomène des ovnis c'est sérieux, on n'en parle pas, etc. Donc quand il y a des fuites, ça donne raison au complot. Là. Voilà, donc le Congrès américain, puis on pourrait longuement en discuter. Là. J'ai l'impression c'est une grosse tempête dans un verre d'eau, mais néanmoins. Ça ressemble un peu à notre peur satanique de la semaine dernière, là, où tout le monde voit des diables partout. Là, on voit des ovnis partout, puis ça remonte au Congrès, puis bon. Mais bref, le Congrès a dit, OK, nous, on veut bien accepter le budget du département de la Défense, mais le département de la Défense doit éventuellement prendre une partie de ces sommes d'argent pour mener une enquête soutenue sur la question des ovnis. Et donc, ils devaient remettre l'été dernier, donc on parle de l'été 2021, ils devaient donc remettre, grosso modo 6 mois après l'acceptation du budget, remettre entre guillemets, appelons ça un estimé, une évaluation de ce qui se passe et de ce que le gouvernement a sur la question des ovnis. Et juin 2021, donc, on a publié ce premier rapport qui a fait beaucoup de bruit et dans lequel le gouvernement disait, là, il faut bien le citer parce que j'ai été horrifié de la façon dont
ce rapport-là a été traité dans les médias. Là. Tu sais, quand on veut du fantastique, là, on oublie des phrases, puis on oublie des mots. Ça devient basé sur des faits réels. Ouais, c'est ça. Donc, dans le rapport, il est vrai, comme l'ont rapporté les médias, que le département de la Défense dit, bon, si on regarde essentiellement des observations rapportées officiellement dans le cadre de manœuvres militaires, parce que tu comprends que le gouvernement ne s'intéresse pas et ne s'intéressera pas non plus aux observations rapportées par monsieur et madame tout le monde. Donc, si vous voyez un ovni chez vous, je m'adresse aux Américains, si vous voyez un ovni chez vous, c'est encore aux associations ufologiques que vous devez vous adresser et non au gouvernement. Néanmoins, le gouvernement dit, nous, on va s'intéresser à la question des observations, donc rapportées dans un cadre militaire, dans un cadre de manœuvre. Donc, en juin 2021, je vois pas le temps passer. J'ai tellement de plaisir avec toi que je vois pas le temps passer. Donc, en juin 2021, le département de la Défense a donc rendu public un premier rapport en disant voici un estimé de ce qui se passe en ce moment. Ils ont dit là-dedans, on a à peu près 144 observations d'OVNI qui ont été rapportées par des militaires lors de manœuvres, dûment rapportées. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. On a appris au cours des mois que c'était passé de 144 à 100 à 400, là. Mais officiellement, en juin 2021, au moment de déposer le budget, l'évaluation, ils disent bon ben voilà, on a 144 observations d'OVNI dûment rapportées, et ils disent bon voilà, une seule d'entre elles a pu être clairement identifiée comme étant une enveloppe de ballon, un ballon sonde qui se dégonflait puis qui donnait un aspect un peu étrange dans le ciel parce que le ballon était en perte d'air. Mais à part de ça, pour les autres observations, on n'a pas trouvé d'explication, mais et ça, c'est ce que les médias ont tendance à oublier. Hein. Le rapport ajoutait, pour les 143 qui restent, on n'a pas d'explication, mais on n'a pas d'explication, mais on n'a pas d'information non plus. Donc, le phénomène reste non identifié parce que finalement, t'as pas d'explication, t'as pas d'information. Et là, le gouvernement d'ajouter que dans un certain nombre de ces observations, en fait 16 observations rapportées, il y a les témoins semblent avoir décrit des manœuvres aéronautiques assez extraordinaires qui semblent défier les lois de la physique ou à tout le moins défier les technologies que l'on connaît. Mais encore une fois, ça aussi, les médias ont beaucoup insisté sur ça. Des observations défieraient les connaissances scientifiques ou aéronautiques, sauf que la phrase qui suivait en dessous, c'était le département de défense ajoutait, c'est vrai que ces phénomènes-là ont été rapportés, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu des manœuvres aéronautiques extraordinaires, mais encore une fois, ces observations sont trop mal documentées pour pouvoir s'assurer que ces observations traduisent la réalité. Il pourrait s'agir ou bien d'erreurs qui proviennent des appareils de calibrage, hein, les radars, etc. Il pourrait s'agir aussi de mauvaises interprétations de la part du pilote, une confusion de la part du pilote, ou encore simplement, et c'est vraiment écrit là, noir sur blanc, ou simplement des canulars. Hein, ça se peut que des pilotes ont voulu se payer la tête de quelqu'un puis ont rajouté quelque chose. Donc, morale de l'histoire, on lit ce qu'on veut bien lire. Ouais, c'est ça. Donc, les médias ont beaucoup insisté sur les aspects un peu extraordinaires, mais oubliant que dans les coins de page, on mettait un bémol sur tout ça. À partir de là, donc, on avait une évaluation de la situation et le gouvernement, le département de la Défense et la Navy qui ont comme créé une unité d'enquête sur les ovnis. Puis ça a changé de nom 2-3 reprises et ça a été quand même remis. C'est le service du renseignement qui est chargé de cette enquête. Et il devait la semaine dernière, donc j'avais prévu l'émission de ce soir de te parler de ça parce que la semaine dernière, ils devaient publier leur premier vrai rapport d'investigation. Donc, après le rapport préliminaire qui a été publié en juin 2021, ils avaient donc jusqu'au début du mois de novembre 2022 pour publier ce premier rapport. Et le premier rapport en question devait être déposé lundi dernier. Il a été déposé jeudi. Et là, on en fait une lecture dans les coulisses du Congrès et théoriquement, dans le courant de la semaine, ce rapport devrait être rendu public parce que il faut dire que ce rapport-là, et c'est l'insistance également du Congrès américain, c'est de jouer la carte de la transparence. Donc, quand on va lire le rapport, s'il y a des informations que le Congrès juge que ces informations doivent rester confidentielles pour des raisons d'État, bien sûr, il va y avoir, on va censurer certaines parties du rapport, mais en théorie, on veut jouer la carte de la confidentialité. Et écoute, lorsque le rapport est sorti, si on prend par exemple le rapport de l'an dernier, lorsqu'il est sorti
sorti, c'est un document de 9 pages et en enquêtant, j'ai appris que le rapport complet faisait 16 pages. Donc, celui qu'on a rendu public était de 9 pages. Le rapport complet contenait 16 pages, mais les dernières pages étaient simplement du détail sur les 144 observations d'OVNI qui ont été rapportées. Donc, rien de très intéressant. Donc, c'est vraiment, là, on peut dire, pour avoir vu une version censurée et non censurée du rapport de 2021, je peux t'assurer que ce que les gens ont eu, ce que les médias ont eu, c'est à peu près intégralement le rapport qui avait été remis au Congrès. Donc, on peut s'attendre cette année avec la même transparence. Donc, le rapport a été remis jeudi dernier. Il doit être rendu public au cours de la semaine. Donc, bien sûr, s'il l'est lundi prochain, ce sera notre sujet de l'émission. On va commenter ce rapport-là. Je vais essayer de m'assurer d'en avoir une copie pour pouvoir la mettre également disponible pour les auditeurs. Mais déjà au moment que je te parle, et là je sais que ça fera peut-être pas plaisir aux amateurs d'OVNI, là, mais on a quand même des fuites. Et on sait un peu là ce que le rapport contient. Et le rapport ne va pas du tout dans le sens de phénomènes aériens de type extraterrestre. Le rapport qui était la rumeur, ce qui circule, on le verra, là, je veux dire, on met un peu comme, pour utiliser l'expression, on met la charrue avant les bœufs, mais ce qui a fuité à propos de ce rapport, c'est que les observations d'OVNI, dans le rapport en question, on dit que sur les observations d'OVNI, qui est assez importante, hein, je pense que c'est quelque chose comme à peu près 400 observations d'OVNI, on nous dit sur les 400, il y en a 50% pour lesquels on est certain qu'il s'agit de systèmes d'observation comme des drones, des avions militaires étrangères, etc. Donc des systèmes d'espionnage qui proviennent de l'étranger. Quant aux 50% d'autres observations qui restent, le rapport dit il n'y a pas assez d'informations pour déterminer exactement ce que c'est, mais rien dans ces 50% non identifiés suggère des phénomènes aériens exotiques. Est-ce qu'on reste très en surface concernant la provenance de ces appareils-là? Ouais, c'est ça. Donc, je sais que ça peut... Puis là, évidemment, je m'avance. Ça se peut que ce soit pas fondé puis qu'il y ait quelque chose de tout à fait excitant dans le rapport. Mais au moment où on se parle, la fuite ne va pas dans ce sens-là. La fuite dit il y a les observations qu'on a clairement identifiées et ceux qui sont pas identifiés, c'est simplement parce qu'on manque d'informations. Mais rien ne permet de conclure à des extraterrestres. Donc, attendons le rapport pour en être bien certain, mais déjà pour ceux là qui trépignaient sur leur fauteuil en attendant une grande révélation sur les extraterrestres, il va falloir se calmer le pompon. On reste encore sur notre fin. Je pense que ça sera pas pour cette année l'heure de la grande révélation. OK, donc, et on ne frappe pas sur le messager en passant. Non, c'est ça, moi je ne fait que livrer les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou non. C'est ça. Écoute, si le gouvernement dit voilà, on vous révèle qu'on a une soucoupe volante dans un hangar avec des cadavres d'extraterrestres, je serai tout aussi excité que les auditeurs d'apprendre ça. Mais bon, après 46 ans dans cet univers-là, j'ai appris à calmer un peu mes ardeurs. Cela étant dit, donc voilà pour une petite préparation pour la semaine prochaine. Je me croise les doigts. J'aimerais beaucoup que ce rapport-là soit publié parce que j'ai envie de le lire. Tu sais, j'ai envie. Il y a toujours dans l'actualité, il y a toujours quelque chose qui est assez d'effervescence. Et surtout que ce sujet-là est énormément évoqué dans les médias américains. C'est vraiment un gros phénomène de sensation, cette histoire d'OVNI depuis quelque temps. Et surtout depuis que le Congrès s'est mêlé à ça, le département de la Défense. Et il y a à peine 2 semaines, on pourra, si on a le temps d'en parler, on en parlera. Mais il y a 2 semaines, la NASA a créé sa propre unité d'enquête sur les OVNI indépendante du Congrès, indépendante du département de la Défense. Et ils ont nommé, il y a quelques jours, là, il y a un peu moins de 2 semaines, ils ont rendu public la liste des chercheurs embauchés, entre guillemets, pour mener cette enquête sur les OVNI. Et écoute, quand tu parles de la crème, ils sont allés chercher loin, là. C'est vraiment c'est de la haute voltige, hein. En tout cas, si on a le temps, on en reparlera un peu de ce comité soucoupe volante de la NASA. Mais c'est étourdissant. Avec plaisir. Cela étant dit, notre sujet de ce soir, c'est l'enlèvement ou le pseudo-enlèvement d'Alagash. Hein. J'ai toujours un peu de difficulté
à me situer dans ce sujet-là. Donc, si je parle, je le dis tout de suite aux éditeurs, si je parle en disant ils ont vu ou ils ont fait, mettez toujours un conditionnel autour de ça, là. Ils auraient vu ou ils auraient fait, hein, parce qu'on n'a jamais une certitude, et en particulier lorsqu'on touche un sujet aussi sensible et aussi controversé, faut le dire, que le sujet des enlèvements extraterrestres. C'est un sujet là, pour les gens qui connaissent moins bien cette thématique. C'est un sujet qui est apparu dans l'univers des ovnis à la fin des années 60. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas eu avant. Là. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, notamment une histoire d'un individu qui disait qu'il avait été un Brésilien en 57, qui disait avoir été enlevé par des extraterrestres, puis qui avait été obligé de, entre guillemets, d'honorer l'une des passagères de la soucoupe volante. Là. Bon, il y a des histoires un peu fantaisistes là, comme ça qui ont circulé. Là, on est dans les années 50-60, mais vraiment le phénomène des enlèvements extraterrestres va prendre son envol, je te dirais, au milieu des années 70. Avant, c'était quelques cas un peu dispersés, qui soulevaient d'ailleurs, même dans le milieu des ovnis, ça soulevait énormément de controverses lorsque des gens disaient l'idée de voir un ovni était une chose, voir un ovni posé au sol en était une autre, voir des gens autour de cet ovni, les fameuses rencontres du troisième type, comme le célèbre film de Steven Spielberg, ça aussi c'était relativement bien admis. Mais quand quelqu'un commençait à dire « j'ai été amené à bord de l'engin », j'ai honoré un extraterrestre. J'ai honoré une extraterrestre, ouais. Ou encore, du côté des Américains, on avait des histoires un peu exotiques et assez extraordinaires qui, en provenance, par exemple, d'Amérique du Sud, on voit qu'on a des régionalités dans la question des ovnis. Les observations d'ovnis rapportées en Amérique du Sud étaient relativement différentes des observations rapportées en Amérique. Et même ces histoires d'enlèvement avaient une toute autre saveur en Amérique du Sud qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, les gens, on dirait qu'on s'est calqué un peu sur un incident qui a été énormément médiatisé. On est dans les années 60, au début des années 60, un couple d'Américains, puis là aussi, je crois que l'avoir évoqué à quelques reprises, Betsy et Barney Hill, parce qu'on a parlé de films basés sur des histoires inspirées d'événements authentiques. Je t'ai évoqué ce film qui avait été diffusé il y a quelques jours plus tôt, je crois que c'était à Frisson TV, qui s'appelait La Nuit des extraterrestres, avec James Earl Jones et Estelle Parsons, qui incarnaient un couple interracial qui, dans les années 60, ont prétendu avoir été enlevés par des extraterrestres, Betsy et Barney Hill. Leur histoire a été rapportée dans la presse dans un premier temps, notamment dans le magazine Look, et ensuite, ça a fait l'objet d'un ouvrage qui est sorti en 1966 sous la plume de John J. Fuller, qui s'intitulait Le Voyage interrompu en français. Il faut quand même attendre les années 70 avant qu'on ait une version française, mais en 1966, lorsque le livre sort en librairie, qui devient d'ailleurs le plus gros succès de librairie pour un livre sur les ovnis, et ça s'intitule The Interrupted Journey, textuellement Le Voyage interrompu en français. Donc cet ouvrage et cette histoire sera énormément médiatisée, et à partir de là, éventuellement en 1975, il y aura ce film dont je t'ai parlé, La Nuit des extraterrestres. En anglais, c'est The UFO Incident, avec Estelle Parsons et James Earl Jones, qui est une reconstitution de cet événement-là. Et à partir de là, peut-être parce que c'est plus médiatisé, mais on voit apparaître toujours un peu dans la même saveur que notre peur satanique de la semaine dernière. À partir du moment, c'est un peu comme de la saucisse high grade. Plus on en parle, plus on en veut, plus on en veut, plus on en parle. C'est un peu la même chose. Donc, à partir de ce moment-là, plus on parle de l'histoire de ces enlèvements extraterrestres, plus de gens à gauche, à droite sortent de l'ombre en disant « je pense que ça m'est arrivé aussi, etc., etc. » Donc, le phénomène apparaît là de manière très soutenue à partir du milieu des années 70, et je te dirais que les années 80-90 seront les décennies des enlèvements extraterrestres. Et encore aujourd'hui, le phénomène s'est un peu essoufflé au cours des 10 dernières années, mais ça reste un phénomène excessivement populaire dans le milieu des ovnis. Et les scénarios, le scénario majeur qui est proposé par les amateurs d'ovnis, parce qu'on se dit, les extraterrestres viendraient de Bételgeuse pour enlever des humains et faire quoi, t'sais? Et le scénario qu'on propose, c'est ce que j'appelle en conférence l'épouvantable scénario. Les extraterrestres enlèveraient des humains pour essayer de créer une race hybride, mi-humaine, mi-extraterrestre pour nous envahir. Donc c'est un scénario un peu apocalyptique qu'on a l'impression sorti tout droit d'Hollywood, mais néanmoins une communauté d'amateurs d'ovnis croit à cette version-là, croit à ce scénario-là, il y adhère. Et la croyance, elle est légitime, libre à eux d'y croire. Et dans ces
des histoires d'enlèvement extraterrestre. Hein. Comme je l'ai mentionné, dans les années 70, le phénomène apparaît, milieu des années 70, surtout dans la foulée de ce film tourné pour la télévision qui va révéler au grand public, et non pas un public de lecteurs, hein, parce que le public qui était au courant des histoires d'enlèvement extraterrestre, c'était d'abord ceux qui s'intéressaient aux ovnis et ceux qui lisaient des ouvrages sur les ovnis, qui avaient lu Le Voyage interrompu, qui connaissaient l'histoire de Betsy Barney Hill, mais vraiment avec le film à la télévision, avec Estelle Parsons et James Earl Jones, c'est le public en général qui découvre ce phénomène des enlèvements extraterrestres. Et le film a un ton très pédagogique. Au début, le film que vous allez voir est basé sur les enregistrements audio des séances d'hypnose par Betty de Barney Hill dans le cabinet du docteur Benjamin Simon et les rapports du département de la Défense. C'est une grosse affaire. Là. Tu t'es assis dans ton salon, puis tu vois ça, tu dis, oh mon Dieu, c'est sérieux, puis on te raconte cette histoire-là. Et donc, à partir de là, les observations d'OVNI vont les observations ou les récits d'enlèvement vont se multiplier et Allagash arrive à ce moment-là. Alors, comme on a déjà 26 minutes de l'émission d'entamer, je vais y aller avec notre sujet, donc, qui est l'enlèvement d'Allagash. Donc, je vais te raconter l'histoire et ensuite, on fera une pause, si tu le veux bien, puis on ira vers les tentatives d'explication et les approches, disons, plus rationnel, hein. Puis encore une fois, je ne suis que le messager, là. Ça donne rien de tirer sur moi boulet rouge, là, peu importe. Je ne suis que le messager. Donc, notre histoire en question, elle débute le 20 août 1976. On a 4 jeunes hommes qui sont tous dans la vingtaine. On a un dénommé Charles Foles, les frères jumeaux, Jack et Jim Weiner, et un type qui s'appelle Chuck Rack. Donc, les 4 individus, c'est 4 bons amis. Tous les 4 étudient au Massachusetts College of Art and Design. Ce sont des gens qui vivent au Massachusetts. Et ils décident de s'offrir, ce sont des grands amateurs de pêche, et ils décident de s'offrir une semaine de pêche, une soirée, une sortie entre hommes. Et ils décident de faire ce voyage de pair dans le Allagash National Forest. Ça se trouve dans le nord du Maine. C'est un endroit, là... très éloigné, il n'y a aucune route qui va là. Le seul moyen d'y avoir accès, c'est par un hydravion. C'est un endroit magnifique, très bucolique, bien sûr. Ce sont des lacs, c'est le royaume des pêcheurs et des chasseurs, mais très difficile d'accès, donc on ne peut y aller que par hydravion. Et c'est ce que font donc nos quatre bonhommes. Ils vont louer les services d'un hydravion et ils vont se rendre sur place dans cette région d'Allagash. Ils transportent avec eux bien sûr tout leur attirail de campement plus un canot. Parce que ils ont l'intention d'aller de lac en lac pour pratiquer leur sport favori qui est la pêche. Donc ils se rendent sur place. Ils décollent le 20 août 1976 et se retrouvent donc dans cette forêt du Maine pour cette semaine de pêche et en même temps de ressourcement. Donc on est sur place et les premiers jours se passent sans incident. Le 24 août, alors qu'ils sont, parce qu'en se promenant, allant de lac en lac, ils ont rencontré un autre groupe de pêcheurs. Et là, on a décidé de s'arrêter sur la berge. On se fait un petit feu entre nous, on jase, on s'amuse. On consomme quand même un peu d'alcool, même si originalement, dans les faits, lorsqu'ils ont raconté leur histoire, ils ont dit on n'avait pas d'alcool et il n'y avait pas de substance intoxicante. Par la suite, on va apprendre des années après, à force de donner des entrevues, l'un d'entre eux va admettre qu'ils avaient quand même de l'alcool et même quelques petites substances récréatives. Ah, bon, OK. On peut imaginer dans les années 70, ça pouvait être quoi? Ah, oui. Ça peut être beaucoup de choses. Il y avait une Marie-Jeanne qui était avec eux autres. Ah, OK. Donc, ils sont là. Donc, on est le soir du 24 août. Ils sont ensemble avec un autre groupe de pêcheurs. On s'amuse, on fait la fête. Et ce soir-là, et encore une fois, c'est toujours le récit de ce qu'ils vont raconter. Donc, il faut s'en remettre au récit des témoins. Donc, ils sont réunis et ils vont observer dans le ciel une lumière qui a des comportements plutôt étranges. Donc, ils sont tous là. Il y a notre quatuor de pêcheurs, plus 5 ou 6 autres pêcheurs qui sont avec eux. Donc, on est dans un groupe de témoins d'une dizaine de personnes. Donc, ils voient cette lumière dans le ciel qui fait des mouvements assez erratiques.
Et à un moment donné, au début, ils croient que ça peut être une planète parce que c'est très brillant, même beaucoup trop brillant au début, et ça clignote comme rouge. Donc au début, on se dit, c'est peut-être Mars, mais c'est quand même très brillant pour être la planète Mars. Et puis à un moment donné, cet objet commence à se déplacer, fait des zigzags dans le ciel, et puis elle s'éteint subitement. Donc si c'était une étoile, on suppose qu'elle se serait pas éteinte de cette manière-là. Donc, l'heure ici qu'ils font, on est donc ce 24 août, ils observent pendant de longues minutes ce soir-là une lumière étrange dans le ciel. Et puis bon, voilà, après que le phénomène se soit éclipsé, on continue à fêter, on continue à discuter, et puis l'affaire est un peu anecdotique. Ce qui nous amène 2 jours plus tard. Donc là, on est rendu le 26 août. Nos 4 bonhommes se retrouvent seuls. Ils sont à Big Eagle Lake. Et c'est un des très nombreux lacs dans cette région. Et là, on est en milieu de soirée. On décide de se rendre sur le lac pour faire de la pêche nocturne. Donc, comme on est dans une région qui est tout à fait isolée, loin de tous les centres, tout centre urbain et toute civilisation, il fait un noir d'encre. Les seules lumières qu'il y a là, ce sont les étoiles et la pleine lune, ou la lune si elle est visible ce soir-là. Donc, il fait très, très noir. Donc, si on décide d'aller sur le lac, on pourra pas retrouver la berge. Donc, pour se faire une référence pour le sol, les hommes vont allumer un très gros feu de camp. Ils vont l'alimenter avec des grosses bûches et le feu, il est visible à 2 kilomètres de distance. Donc, mais tout ça, quand même, me donne l'impression d'être un bel endroit pour se faire oublier. Hein, c'est la façon que tu le décris, là, ils sont pas mal tout seuls. Ouais, ils sont très tout seuls. OK. Donc, on monte à bord du canot et on s'avance peut-être à une distance à peu près d'1 kilomètre sur le lac. Et quand ils se retournent, ils voient très bien cette espèce de tipi en flammes qu'ils ont construit et qui leur indique à l'endroit de leur campement. Alors donc, on se prépare à mettre nos lignes à pêche à l'eau. Et à ce moment-là, de l'autre côté du lac, c'est pas un très gros lac, hein, même si le nom du Big Eagle Lake, c'est pas un si big lake que ça, là. Donc, en regardant de l'autre côté du lac, il voit quand même un peu où le lac arrête. Il voit une espèce de ligne d'horizon où le ciel tombe. Et là, on voit bien que la ligne d'horizon est déchirée par le sommet des arbres, tout ça. Et là, il voit, comme s'élever de ce boisé, une immense sphère lumineuse. Et elle monte très lentement dans le ciel. Et encore une fois, c'est toujours leur témoignage. La lumière projette un faisceau de lumière tout autour de lui. Il éclaire toute la canopée des arbres. Et là, soudainement, l'objet commence à s'avancer lentement vers eux. L'un des hommes qui se trouve dans le canot, Charles Foltz, en voyant cette lumière-là, décide de prendre faut dire qu'avant, en même temps que l'objet s'avance, il a laissé... il émet comme en dessous de l'objet, il y a comme un faisceau de lumière qui semble balayer la surface des arbres, mais aussi balayer l'eau. Et en voyant ça, donc, Charles Foltz se dit... c'est peut-être un avion, c'est peut-être quelque chose, on n'est pas trop certain de ce que c'est, donc il prend sa lampe de poche pour se situer. Là, on est dans les années 70, c'est des grosses lampes de poche carrées, là. Tu vois un peu le genre avec la grosse pile, 9 volts, là, carrée, là, cubique, là, qu'on mettait dedans. Donc, il prend cette grosse lampe de poche qui est dans le fond du canot et il fait une série de clignotements, de signaux lumineux en direction de l'objet. Et l'objet va répondre à ces signaux lumineux en faisant varier son jet de lumière qui est projeté au départ sur le sommet des arbres, mais plus l'objet s'approche, évidemment, ce faisceau de lumière se trouve au-dessus de l'eau et continue de faire route vers nos hommes. Alors, il y a cet échange de faisceaux de lumière, mais plus l'objet s'approche, tu comprends bien que nos pêcheurs se rendent bien compte que, contrairement à leur première impression, ce n'est ni un avion, ni un hélicoptère, c'est rien de semblable. Il y a quelque chose là-dedans de tout à fait extraordinaire. Le spectacle est assez hallucinant, une grosse sphère qui change de lumière. Il semble y avoir comme 4 portions sur l'objet, comme 4 croissants qui semblent varier en intensité. Donc, ils comprennent, qu'ils ont affaire à quelque chose de tout à fait inexpliqué et d'inexplicable.
Et soudain, ils prennent peur. Là, ils se disent, ben là, écoute, c'est beau, là, mais ça s'approche de plus en plus. Donc, nos bonhommes décident de tourner de bord. Et là, ils voient toujours ce feu sur la plage. Et là, on se met à ramer pour se diriger vers la plage. Et plus on rame rapidement avec frénésie, ben plus l'objet s'approche rapidement. Et va se produire un événement assez étrange. Les hommes ont comme l'impression qu'ils accostent. Et là, ils se retournent et regardent l'objet. Donc, ils sont contents, ils sont arrivés sur la berge, mais ils sont, selon leur description, comme dans un état de rêve. Et lorsqu'ils se retournent vers le lointain, ils voient l'objet qui semble s'éloigner. Alors là, on se dit, ouf, on est finalement arrivé à terre, et l'objet s'éloigne. Ils le regardent s'éloigner, l'objet continue entre guillemets, de darder son faisceau lumineux sur la surface de l'eau en s'éloignant. Et puis, soudain, ce faisceau disparaît et il est remplacé par un faisceau sur le dessus de l'objet qui, lui, pointe vers le ciel. Et puis, rapidement, l'objet grimpe dans le ciel et disparaît. Alors, nos bonhommes le regardent s'éloigner et disparaître dans le ciel. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils constatent que le feu qu'ils ont allumé et qui aurait dû durer pendant des heures est réduit à simplement des tisons. OK. Et là, on n'a que ça. Et là, on se dit, ben là, ce feu-là aurait dû rester allumé pendant des heures. Et là, on n'a que de la braise, des tisons, comme si de longues heures s'étaient écoulées. Et les hommes, toujours dans cet état un peu demi-comateux, décident de rentrer dans leur tente. On n'en parle pas plus que ça. On se dit, ben là, on va aller se coucher. Puis on va digérer ça. On va digérer ça. Ils sont toujours un peu dans un état bizarre. Donc, ils vont se coucher. Le lendemain, tout est revenu à la normale. Ils sortent, se font leur petit déjeuner, se font du café. Et bien sûr, ils discutent un peu de cette observation de la veille, cet objet observé au-dessus du lac. Chacun y va de ses impressions. Et puis, donc, dans le courant de la journée, ils remettent leur canot à l'eau, continuent de pêcher. Il leur reste encore une journée avant de retourner au lac où ils ont été déposés initialement et où ils ont donné rendez-vous à l'hydravion. Donc, on passe encore la journée. Durant cette journée, ils vont tomber sur un garde-chasse. Ils vont lui raconter cette histoire en disant on est allé sur le lac, on a vu cet objet mystérieux. Et là, voilà que le garde-chasse les écoute avec évidemment un air un peu suspicieux. Tu sais, grosse soirée hier, les gars. Grosse soirée, les gars. La bière était bonne, tu sais. Fait que les gars voient bien que le garde-chasse ne les prend pas très au sérieux. Et il lance comme ça, il dit à mon avis, vous avez probablement vu, il y a une ville au loin. Mais quand je dis au loin, elle est à 130 kilomètres au sud. C'est quand même plus que loin, ça, là. Il dit, bon, il y a une ville, là. Et il dit, cette ville-là, c'est Millinocket. Puis il dit, à Millinocket, ils ont ouvert un nouveau centre commercial. Et au centre commercial de Millinocket, il y a, depuis quelques jours, des espèces de projecteurs qui envoient de la lumière. Tu as probablement vu ça à Québec, à quelques reprises, quand on fait des fêtes ou on fait l'ouverture d'un commerce, parfois, on a ces projecteurs qui envoient des faisceaux de lumière sur les nuages. Il y a souvent ça au festival d'été, là, voilà. Dans le spectacle lumineux, ouais. Et à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, moi, des gens m'appellent en me disant, je crois avoir vu des ovnis. Non, ce sont des faisceaux de lumière qui se promènent, qui balaient les nuages. Non, il y a spectacle à Place des Arts, là. Ouais, c'est ça. et donc, on est un peu dans cet univers-là. Donc, le garde-chasse dit, à mon avis, vous avez peut-être, en regardant au loin, vous avez vu ces espèces de lumière sur les nuages. C'est probablement ça, même si ça semble éloigné, 130 kilomètres. Mais en même temps, c'est vrai que 130 kilomètres, c'est loin. Mais quand il n'y a aucune source de lumière autre, tu sais, l'œil voit loin, là. Tu sais, je veux dire, quand tu roules, par exemple, sur l'autoroute 20, là, je veux dire, t'es à 50 km ou 100 km de Montréal, tu vois la lumière de Montréal, c'est en pleine nuit, tu vois que au loin, le ciel est éclairé, là. Et l'œil doit avoir tendance aussi à se concentrer sur la lumière, effectivement, même si c'est loin. Voilà, donc, mais eux sont persuadés que c'est pas ça. Mais ils racontent ça au garde-chasse. Le garde-chasse dit parfait. Donc nos bonhommes disent OK, c'est correct. Puis ils reprennent leur canot. Et le lendemain, ils retournent sur le lac où ils ont été déposés. L'hydravion est à l'heure. On remonte à bord. On charge le matériel. Merci, fin de l'histoire. Puis on retourne chez soi. Et encore une fois, j'insiste pour dire, là, je raconte cette histoire-là comme si j'y étais, mais il faut toujours la remettre dans une vision un peu conditionnelle. Hein. Et puis là, à partir de ce moment-là,
l'affaire semble un peu enterrée. Et 1 an après cette observation d'OVNI, donc l'incident se passe en 1976, donc on est rendu en 1977, l'un des frères jumeaux, le Jim Weiner, fait une très mauvaise chute. Hein. Il est chez lui, puis il a manqué l'escalier pour descendre au sous-sol, puis il est tombé. Et il est tombé sur les fesses. Mais le choc a été tellement fort, hein, en tombant sur les fesses, qu'il y a eu comme c'est toute la colonne vertébrale qui a encaissé le choc. Et éventuellement, ça a créé des lésions au cerveau. Hein, ça a remonté jusqu'au cerveau, ça a créé des lésions. Et c'est quand même entendons-nous, là, il est pas devenu neurovégétatif, là. Mais cette lésion-là, à partir de cette chute, il y a eu un trauma crânien. Pendant quelques jours, il est resté chez lui, a essayé de se reposer, mais là, il y avait des étourdissements, il est allé à l'hôpital, et bon, on a diagnostiqué un trauma crânien. Et à partir de là, Jim Weiner a commencé à faire des crises d'épilepsie, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Donc, il avait des crises d'épilepsie. Et peu à peu, à travers ces crises d'épilepsie, à travers un sommeil un peu perturbé, il a commencé à avoir des visions. Et ces visions, principalement, il se réveillait la nuit, il avait l'impression d'être paralysé et qu'il y avait autour de lui des personnages qu'il ne pouvait pas voir. De temps en temps, il avait l'impression de voir des ombres et dans ses rêves, il voyait des espèces de créatures avec de grands yeux qui semblaient pencher sur lui. Et c'est un peu traumatisant. Il en parle à son frère qui lui dit « C'est curieux que tu me parles de ça. Moi aussi, j'ai fait des rêves un peu comme ça, puis j'ai jamais osé en parler parce que je trouvais ça trop bizarre. » Alors, les deux frères Weiner décident d'en parler à leur compagnon de voyage et leur compagnon de voyage leur raconte à peu près la même histoire. Eux aussi ont eu des visions, des rêves, de phénomènes un peu étranges et bizarres. Weiner va en parler à son médecin, se demandant si ça pourrait être, ces visions pourraient être une conséquence de sa chute, de son épilepsie. Son médecin prend pas l'affaire très au sérieux. Il lui dit, si tu rêves à des extraterrestres, c'est peut-être mieux d'aller voir un ufologue. Il y a des gens qui s'intéressent aux soucoupes volantes. Et c'est exactement ce que va faire Weiner. Donc, il va assister à un congrès sur les ovnis et il y a là des gens qui parlent évidemment de ce sujet-là. On parle des enlèvements extraterrestres, qui est le phénomène en émergence à ce moment-là aux États-Unis dans l'univers des ovnis. Et il va rencontrer un auteur qui s'appelle Raymond Fowler. Fowler qui s'intéresse beaucoup à la question des enlèvements extraterrestres. Il écrit 2-3 livres sur le sujet, dont l'un, The Watchers, un ouvrage entièrement consacré à une femme qui, au milieu des années 60, à peu près à la même époque que les Hill, a commencé elle aussi à dire qu'elle avait été enlevée par des extraterrestres, une dame du Massachusetts qui s'appelle Betty Andreasson. Et donc son livre The Watchers raconte l'histoire de cette femme et de ses observations, de ses rencontres avec les extraterrestres. Donc Weiner rencontre Fowler, il lui raconte son histoire, comment lui, ses compagnons sont allés à la pêche, l'observation de cet ovni, sa chute chez lui, le traumatisme, les impressions, les visions qu'il a depuis, et Raymond Fowler, qui est membre d'une association aux États-Unis qui s'appelle le MUFON, le Mutual UFO Network, qui se targue d'être la plus importante organisation de recherche scientifique sur les ovnis. On peut revenir là-dessus. Là, rien de moins. Rien de moins. Donc, il dit, voilà, oui, ça m'intéresse. Et à ce moment-là, quand même, à la décharge de Fowler, là, ce qui est dommage, c'est que ça se poursuit encore aujourd'hui, mais néanmoins, à la décharge de Fowler, à l'époque, il dit, écoute, j'aimerais rencontrer tes compagnons, et il va avec les 4 individus, les 4 pêcheurs, il va organiser des séances où ces gens-là seront placés sous hypnose, parce que, un peu comme j'en ai parlé la semaine dernière, lorsqu'on parlait de la peur satanique, on croit, dans les années 70, qu'un traumatisme pourrait être occulté dans une partie de la mémoire, et que l'hypnose pourrait faire ressurgir ces souvenirs refoulés. Et à partir du moment où nos pêcheurs disent, voilà, quand on est revenu sur la plage, le feu qui aurait dû durer 3 ou 4 heures semblait presque éteint, Fowler en conclut que ces hommes ont une période de temps manquant entre le moment où ils tournent leur canot pour se rendre sur la plage et le moment où ils accostent sur la grève. Visiblement, plus de temps s'est passé qu'un simple canotage sur 1 kilomètre. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, en se disant, je vais les placer sous hypnose et voilà, et on va essayer de faire ressortir l'histoire. Et sous hypnose, effectivement, nos 4 bonhommes vont raconter un récit d'enlèvement. Ils racontent qu'alors qu'ils pagayaient en direction de la plage, l'objet s'est placé au-dessus d'eux. Il a envoyé ce rayon de lumière sur le canot. Ils se sont comme retrouvés sous la lumière et
et ils ont été amenés à bord de l'OVNI. C'est pas très clair de quelle façon, hein. Est-ce qu'ils ont été téléportés ou tractés par ce rayon lumineux? Mais bref, ils se sont retrouvés à bord de l'OVNI, et là, je te passe un peu tout le détail, mais ils se sont retrouvés nus, tous les quatre dans une même pièce. Il y avait des extraterrestres qui avaient forme humaine, des humanoïdes. Ils avaient 4 doigts à chaque main et des doigts opposables. C'est un peu comme si tu avais 2 index et 2 pouces, là. Donc, il y avait 4 doigts opposables. Ces créatures avaient des têtes un peu en forme de melon, de gros yeux qui rappelaient vaguement une tête de menthe religieuse, par exemple. OK. Et là, ils disent, bon, voilà, on a été soumis à différents tests médicaux. Ils nous auraient pris notamment du sang, des cheveux et du sperme. Et puis ensuite, nos bonhommes ont été rhabillés, ils ont passé dans une autre pièce. Et là, comme dans une espèce de glissade, à travers le rayon de lumière, ils se sont retrouvés dans leur canot, pratiquement sur la berge, et l'OVNI s'est éloigné. Et tout ça expliquerait le temps manquant. Donc, les 4 individus sous hypnose vont raconter cette histoire-là, assez semblable, pas dans tous les détails, mais c'est quand même chaque individu raconte son histoire, mais on voit qu'elle recoupe celle de ses compagnons. Et bientôt, les 4 d'Alagash, comme on va les appeler, vont faire le tour des médias, donner des entrevues, passer à des grandes émissions nationales, dont notamment Unsolved Mysteries, qui est une émission phare dans les années 90 sur les mystères, qui est animée par Robert Stax, et dont on a entendu l'extrait au début. C'est tellement bizarre. Ouais. La question maintenant qu'on doit se poser, est-ce que c'est vrai? Faisons une petite pause et on y revient. On y répond dans 2 minutes. Merci, Christian. Radio X Files. Radio X. Ravivez vos espaces intérieurs grâce au solde de Peinture et Réno chez Home Hardware. Économisez 25% sur la peinture d'intérieur Beautytone pure, 10% sur les panneaux de plafond en stock, et jusqu'à 25% sur les outils manuels et électriques DeWalt sélectionnés. Pour rafraîchir votre maison en toute simplicité ou encore pour les gros projets de rénovation, profitez sans tarder du solde Peinture et Réno. Le solde se termine ce mercredi dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Savoir faire. Vous pensez partir en voyage bientôt? L'équipe dévouée de Voyage Aquaterra Lévis vous aide à réaliser vos rêves. Même le soir ou la fin de semaine, profitez d'un service clé en main avec les meilleurs conseillers. Contactez-nous au 88 741 3437 voyageaquaterralévis.com ou sur Facebook. C'est le mois de faux chez Nordique. Avant de vous enfermer pour la saison froide, assurez-vous d'avoir tous vos outils nécessaires pour vous isoler dans la caverne hivernale qu'est votre atelier. King, Milwaukee, Freud et bien plus. Bas prix, qualité et service. Depuis plus de 43 ans. Nordique.com. Fibre Gigabit 1,5, c'est 400% plus rapide que le câble, mais c'est pas plus cher. Pour vous faire une idée de la différence, imaginez une course entre les deux. Ils sont partis! Et Fibre Gigabit gagne encore! Et voilà le câble qui arrive, enfin. Payez le même prix ou moins cher que le câble, tout en profitant de vitesse 400% plus rapide. Passez à Fibre Gigabit 1,5. Vérifiez la disponibilité à bell.ca/vitesse totale plus rapide. Quand c'est bien plus rapide et pas plus cher, la vie est belle. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com. Morel Live. Qui est cet homme? Guy Nantel. Qui est cet homme? Dans Morel Live. Il y a 3 grands pôles qui gagnent à diviser les gens actuellement. Et je pense qu'un de ces pôles-là, c'est les médias. Guy Nantel. Demain matin, 7h20 dans Morel Live. Radio X. Radio X Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. De retour dans Radio X-Files et la fameuse question ce soir, Christian, est-ce qu'on peut se faire enlever par des extraterrestres? Et si oui, est-ce qu'on tombe en lévitation? Quand en ligne que ça passe vite, 1 heure, je vois le temps qui file. Bon, c'est écoute, l'enfer. en 1993, ce fameux Raymond Fowler, qui s'intéressait à la question des ovnis, qui a mis nos 4 bonhommes sous hypnose, de faire raconter leur histoire, va publier un ouvrage qui s'appelle The Allagash Abduction. Et dans cet ouvrage, il présente cette histoire-là comme étant la plus sensationnelle histoire d'OVNI jamais racontée, puisqu'on a 4 témoins. C'est pas une personne isolée qui raconte une histoire d'OVNI. On a 4 personnes qui, sous hypnose, vont raconter la même histoire. Et Fowler donne l'impression que sous hypnose, on ne peut pas mentir. Donc ces gens-là doivent fondamentalement dire la vérité.
Pouette. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Est-ce qu'ils se sont consultés pour dire toute la même affaire? Voilà. En 2016, l'un des 4 pêcheurs en question, Chuck Rack, va révéler à la presse que tout ça est de la bullshit. Que c'est dommage. Hein? Il va dire, toute cette histoire-là, c'est une pure invention. Et là, il raconte à quel point, ils ont discuté de cette histoire-là. Et c'est assez étonnant parce que c'est vrai et pas vrai. Hein? Et tu vas comprendre pourquoi. Dans le cas des frères Wiener, par exemple, et si on prend principalement Jack Wiener, qui a eu cet accident, et puis les rêves, c'est tout à fait vrai. Hein? Il y a eu ces visions-là et cette impression-là. Mais ce qu'il raconte, c'est un phénomène typique de ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Donc, tu te réveilles de la nuit, tu as l'impression que tu es entouré de personnes autour de toi, etc. Et à partir de là, tu vas interpréter l'expérience en fonction de tes croyances et ces mécanismes-là. Et comme les frères Wiener s'intéressaient à la question des ovnis, évidemment, ils ont commencé à se poser la question, est-ce qu'on a inventé ça? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Et là, sous hypnose, c'est clairement Raymond Fowler qui les a guidés. Hein? Donc, il lui parle d'ovnis, il lui parle d'observation d'ovnis. Et on sait maintenant, il y a des recherches qui ont été menées, notamment à Montréal. On a pris des gens, on les a placés en état d'hypnose, on les a suggéré de raconter une histoire d'ovnis. Et dans un premier groupe, en fait, on avait pris 55 personnes. Je prends 2 minutes pour te raconter ça parce que c'est tellement important. On avait pris 55 personnes, 24 hommes, 21 femmes, on a divisé ensuite en 3 groupes de 15. Tous ces gens-là, on les a demandé sous hypnose de raconter un enlèvement extraterrestre. Donc, ils savaient que ce qu'ils racontaient était purement imaginaire. Il fallait donc qu'ils imaginent quelque chose. Mais au moment où on les a placés, avant de les mettre en état d'hypnose, évidemment, il y a eu une rencontre entre le thérapeute et eux. Ces gens-là savaient qu'ils participaient à une expérience. L'expérience impliquait de l'hypnose. Et au gré de la conversation, un peu comme nonchalamment, un peu comme s'il y en avait trop dit. Tu sais, le thérapeute dit aux gens, il dit, avant de vous mettre sous hypnose, vous allez me raconter une histoire d'ovni, puis il parle, il dit, vous savez, aux États-Unis, des gens disent qu'ils ont été enlevés par les extraterrestres. Et il va laisser passer l'information que, généralement, lorsque les gens racontent des enlèvements extraterrestres, ils mettent un gros focus sur la morphologie des créatures. Donc, on dit ça au premier groupe. Dans le deuxième groupe, encore une fois, dans une espèce de conversation en bâton rompu, on va laisser filtrer plutôt que dans le cas des vrais enlevés, il focalise davantage sur le message des ravisseurs. Et avec le troisième groupe, on n'introduit rien. Enfin, que le dire, on lui demande de raconter une histoire d'enlèvement extraterrestre. Les gens vont tous raconter, bien sûr, des histoires qu'ils ont imaginées. Ce qui va frapper les chercheurs, c'est que ces histoires ressemblent étrangement aux histoires des vraies personnes qui se font enlever, ce qui montre bien que le phénomène ou le récit des enlèvements extraterrestres est tellement populaire dans la culture que t'as pas besoin d'avoir été enlevé par des extraterrestres pour t'imaginer un enlèvement extraterrestre, tu comprends? Donc, si tu demandes à n'importe qui, imagine-toi que tu t'es enlevé par des extraterrestres, il y a des créatures, puis ils vont te jouer dans l'anus avec des probes, puis tout ça. On a tous cette vision-là. Donc, ces gens-là ont raconté des histoires qui ressemblaient à celles des véritables enlevés. Ce qui a frappé les chercheurs, c'est que le premier groupe a focalisé principalement sur la morphologie des créatures. Le deuxième groupe a focalisé sur le message et le troisième groupe a focalisé sur absolument rien. Ça, ils ont raconté l'histoire tout simplement. Il n'y avait pas d'attente. Voilà. Et cette expérience-là démontre qu'avant même de placer quelqu'un sous hypnose, il va être réceptif à ton discours avant hypnose. Or, dans le cas de Allagash, nos 4 personnes, lorsqu'ils rencontrent Raymond Fowler les met pas sous hypnose au départ. Pourquoi vont-ils voir Fowler? Fowler croit aux enlèvements extraterrestres. Il a écrit des livres sur le sujet. Donc, lorsqu'il parle aux frères Wiener, quand il parle à Charles Foles, quand il parle à Chuck Rack, il raconte d'autres histoires d'enlèvement. Il les met dans le bain, tu comprends? Et donc, il va suggérer toutes sortes d'éléments. Et sous hypnose, ces gens-là vont forger des récits. Chuck Rack va raconter que lui, là, quand ils l'ont mis sous hypnose, cette histoire-là, il en avait parlé avec les autres, puis il a comme raconté, il a comme fantasmé sur cette histoire-là. Il dit que rien de là-dedans était vrai, que Fowler leur avait promis qu'il ferait des millions en racontant cette histoire-là, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont participé au livre, ils ont fait quelques sous avec quelques dollars avec le livre, mais on est loin des millions qu'ils avaient promis. Et tu comprends qu'aujourd'hui, il y a comme une espèce de dissidence dans le groupe. Hein? Les frères Wiener continuent de prétendre que oui, ils ont vu, parce que faut dire que Chuck Rack dit
que si l'histoire de l'enlèvement est fausse, ils ont quand même vu un ovni. Hein. C'est vrai que ce soir-là, on est allé à la pêche, c'est vrai qu'on a vu une lumière dans le ciel, tout ça, mais l'histoire qu'on a été tracté à bord de l'ovni avec la lumière, tout ça, ça c'est de la foutaise. Donc, il y a une dissidence parce que Chuck Rack fait un peu cavalier seul. Hein. Lui, il dit que tout ça est pas vrai, les autres disent que c'est vrai. Bref, tout ça nous place dans une situation qui nous montre bien qu'il n'y a pas de récits qui sont à l'épreuve de toute attaque. Ce qui est intéressant, puis je sais qu'il reste très peu de temps, mais je vais te prendre 2 minutes pour dire que quand on parle des enlèvements extraterrestres, les amateurs d'OVNI ont souvent tendance, parce qu'on dit souvent que dans cet univers-là, puis je l'ai moi-même souvent évoqué, c'est rester dans le pays d'Alice au pays des merveilles. Oui. Hein? Rester tout le temps avec la même gang, des gens qui croient aux ovnis, des psychologues qui croient aux enlèvements, puis c'est tout le temps la même chose. Et quand on dit que dans l'univers des enlèvements extraterrestres, il n'y a pas de professionnels, les amateurs d'OVNI ont tendance à dire « Ouais, mais quand on parle d'enlèvement, il y a le docteur John Mack. » Et John Mack, c'est vrai, qui est un psychiatre, qui est attaché à l'université Harvard, s'intéressait à la question des enlèvements extraterrestres. Il n'a jamais prétendu que les gens étaient physiquement enlevés et amenés à bord d'un vaisseau spatial. Faut croire que les amateurs d'OVNI n'ont pas lu les livres de John Mack ou les ont mal lus. Mais Mack, ce qu'il disait, c'est qu'il était persuadé que cette expérience-là de l'enlèvement était réelle dans la mesure où il y avait une intervention non humaine qui agissait. Autrement dit, ces gens-là ne sont pas enlevés à bord d'OVNI. Ils croient qu'ils ont été enlevés à bord d'OVNI et la personne responsable de ce délire imaginatif, c'est peut-être des extraterrestres. Tu vois un peu le genre, là? Donc, mais John Mack, c'est ce qu'on appelle dans la rhétorique, hein, c'est un faux consensus. On nous montre John Mack, on essaie de nous faire croire que John Mack est représentatif des psychologues et des psychiatres, ce qui est absolument faux. Il est tout à fait, c'est plutôt l'inverse. Hein. Pour un John Mack, il y a 1000 psychologues et psychiatres qui ont déjà rencontré des soi-disant enlevés par des extraterrestres et qui ont tout à fait expliqué ce qui s'était passé par des espèces de délires ou des pathologies du sommeil, ou etc. Et parmi les gens les plus actifs, il faut mentionner Susan Clancy, qui a écrit un ouvrage qui était, elle aussi, à l'université Harvard, d'ailleurs, qui a côtoyé John Mack. Elle a écrit un livre qui s'appelle Abduction. Elle a écrit également des livres sur les faux traumas. C'est vraiment une spécialiste des fausses mémoires. Et dans son ouvrage Abduction, elle raconte que, évidemment, les gens se font pas enlever par des extraterrestres. Et elle explique la mécanique. Elle dit, dans cette mécanique de l'enlèvement extraterrestre, elle dit, il y a comme 4 ingrédients. Si ces ingrédients-là sont séparés, il est possible que la personne, si elle le fait pas volontairement, à moins d'un canular là, pour faire des sous, là, mais si la personne ne le fait pas dans un but pécunier, en comptant un bobard, il faut que ces 4 éléments-là soient réunis. Et ces 4 éléments-là, dit d'abord, il y a un phénomène qu'on peut dire l'expérience. Donc la personne vit quelque chose qu'elle dit, ben voilà, j'ai eu une expérience. Dans le cas d'Alagash, par exemple, c'est on a eu une expérience, on a vu une lumière dans le ciel, on a vu une expérience. Elle dit ensuite, pour que le scénario de l'enlèvement puisse marcher, elle dit, après l'expérience, il faut qu'il y ait l'acceptation. Donc, la personne a son expérience, et là, soudainement, elle se dit en elle-même, ouais, c'était peut-être des extraterrestres. Mais si tu crois pas aux extraterrestres, ça marchera pas. Tu comprends-tu? Si tu crois au diable, tu vas plutôt penser que c'est le diable. Donc, faut que t'as d'abord une expérience et ton interprétation de l'expérience doit fonctionner avec tes croyances. Donc, j'ai vu un ovni. Est-ce que j'ai été enlevé par des extraterrestres? Ça ne heurte pas mes croyances, donc j'accepte cette possibilité-là. Okay. Ensuite, il y a la confabulation. Le 3e niveau, à partir du moment où tu dis « j'ai vu un ovni, je crois que j'ai pu être enlevé par des extraterrestres », ton imagination va faire le reste. Et là, donc, tu te réveilles la nuit, puis là, tu as des souvenirs, puis là, tu as des rêves, puis là, tu te mets à imaginer ce qui aurait pu se passer. Là, tu es dans le domaine de la confabulation. C'est pas de la fabulation. La confabulation, c'est pas que tu inventes quelque chose dans le but de tromper les gens, mais tu te fais des scénarios à toi-même et tu y crois. Et le dernier élément pour que la formule fonctionne, c'est ce que Susan Clancy appelle la manipulation. Ces gens-là, une fois que tu as eu une expérience, tu te dis que ça doit être vrai, tu t'imagines l'expérience, mais il y a encore toujours un petit doute qui persiste, tu vas rencontrer des gens, des ufologues ou des groupes de discussion qui vont asseoir ta croyance. Tu comprends-tu? Ils vont la solider. Un billet, là. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, le scénario va prendre. Là, donc, tu dis, j'ai eu une expérience étrange, je pense que j'ai été enlevé par des extraterrestres, j'imagine un scénario d'enlèvement extraterrestre, et ça doit être vrai,
parce que des gens autour de moi ont vécu des expériences semblables, un type me plaçant en état d'hypnose, me racontait l'histoire, bon, etc. Et là, à partir de là, toute la formule y est. Et ça, c'est le grand piège. C'est ce que dénonce Susan Clancy. Elle dit, voilà, c'est un attrape-nigo, mais un attrape-nigo psychologique. Si on suit cette formule-là, tu vas amener les gens à croire qu'ils ont été possédés par le diable, qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. C'est toujours la même mécanique qu'on retrouve dans la manipulation de la mémoire pour amener des gens à croire à des scénarios un peu exotiques. Donc, s'il y a un livre que je dois conseiller aux gens de se procurer s'ils veulent en savoir davantage sur les enlèvements extraterrestres, non, ce n'est pas le livre de John Mack, mais bien le livre de Susan Clancy, une psychologue réputée dans les mécanismes de fausse mémoire et de faux trauma,